Hop, participer. Ensuite, partager. Donc voilà, donc rappelez-moi, nous avions, je pense, il me semble, vu la partie sur l'approvisionnement et la partie sur les stocks. Il me semble que nous étions arrivés à ce niveau-là de notre exercice. Est-ce que vous pouvez me le confirmer, s'il vous plaît? Oui, on avait fait les fiches de stock, c'est bien d'accord. OK. Donc, une fois qu'on a terminé les stocks de matières premières de farine et de sésame, nous allons pouvoir commencer l'étude du principe, du processus de production qui commence par le centre d'analyse qui a été référencé dans l'atelier 1, c'est-à-dire la cuisson. Alors, quand on est ici, on va raisonner en biscuit et on va raisonner aussi en biscuit classique et on va raisonner en biscuit sésame. Donc, on va toujours reprendre notre principe de quantité, prix unitaire et total. Et on sait que dans le biscuit classique, il y a deux composants, l'algue et la farine. Donc, pour ces deux composants ont été nécessaires, et ça je le tire ici des éléments de l'énoncé, on sait qu'on a consommé 3000 kg de farine et 800 kg d'algues. Et on nous dit que c'est au prorata de la production. Sachant qu'il a été produit 18 000 gâteaux biscuits classiques et 18 000 biscuits sésame, ça veut dire que la farine a été partagée en deux pour la production des biscuits classiques et la production des biscuits sésame. Donc il y a eu 1500 € de farine dans les deux. Pareil pour les algues, 400 kg d'algues pour les biscuits classiques et 400 kg pour les biscuits sésame. Donc je vais reporter ici les données concernant les algues et la farine. Alors bien sûr, j'ai été chercher les coûts dans la partie des stocks, sauf pour les algues, puisqu'on avait dit qu'il n'y avait pas d'algues, il n'y avait pas de stock pour les algues. Ensuite, il y a aussi du sésame. Simplement, le sésame, lui, il est utilisé uniquement pour les gâteaux sésame. Il n'y en a pas dans la farine. Donc, les 400 kg qui ont été utilisés vont ici dans la production des biscuits sésame. En outre, vient s'ajouter la main-d'œuvre directe. Ça fait partie des charges directes. Main-d'œuvre directe que je viens ajouter. Alors, il y a une personne qui voulait rentrer dans le cours, je n'ai pas eu le temps de l'accepter. Donc, main-d'œuvre directe qui donc vient compléter les charges directes. Au niveau de la main-d'œuvre directe, on sait que 1000 heures ont été passées dans l'atelier de cuisson. C'est pareil, il y a une répartition proportionnelle par rapport à la production qui est faite. Donc, ça veut dire que 500 heures ont été consacrées à la production des biscuits classiques et 500 heures ont été consacrées à la production des biscuits sésame. Chose que je vais reporter ici et ici. Ces heures, elles ont coûté 30 €. Donc, ce qui veut dire que, une fois que j'ai valorisé l'heure, il y a eu 15 000 € consacrés à la production des biscuits classiques et 15 000 € aussi en main-d'œuvre consacrée à la production des biscuits sésame. Ensuite, on sait qu'on doit ajouter les charges indirectes. Les charges indirectes sont basées sur la main-d'œuvre. Donc, je vais reprendre
la main-d'œuvre qui a été utilisée pour la partie des biscuits classiques et la main-d'œuvre qui a été utilisée pour la partie des biscuits, voilà, pour la partie des biscuits sésame. D'accord? Donc c'est l'unité d'œuvre, hein. C'est pas parce qu'il y a de la main-d'œuvre en plus, non, c'est parce qu'on a dit, voilà, la répartition des charges indirectes va se faire en fonction du nombre de main-d'œuvre directe, du nombre d'heures de main-d'œuvre directe qui a été utilisée. D'accord? À chaque fois qu'il y a une heure qui est utilisée, une heure de main-d'œuvre, ça induit des charges indirectes à hauteur de 2,50 €. Ce qui veut dire que je dois rajouter ces coûts à la production du biscuit. Donc, je l'ai fait ici pour le biscuit classique et je vais le faire maintenant pour le biscuit sésame. Voilà pour tous les coûts qui ont été induits pour les biscuits. J'ai deux solutions à ce niveau-là. C'est un élève de l'autre groupe qui m'a proposé une autre solution que j'ai trouvée très logique, d'accord, et que j'ai donc mis en dessous, mais à la fin, ça va nous donner le même résultat. Pardon. À la fin, ça va nous donner le même résultat. Simplement, son approche a été différente. Lui, il s'est dit, à la fin de l'atelier cuisson, je n'ai pas encore des paquets de biscuits. J'ai des kilos de biscuits. Et il a donc retraduit ces 18 000 paquets de biscuits en kilos. Et il a trouvé, ce qui était pas très, enfin, qui était plutôt judicieux de sa part, il s'est dit, voilà, parce qu'un paquet de biscuits pèse 125 grammes. Donc il y a eu 2250 kilos de biscuits classiques qui ont été produits. Donc c'est ça qui me sert de référence ici. J'ai ajouté tous mes coûts. Pour produire ces 2250 kilos, il m'a fallu 25 000 €. Donc, le kilo de biscuits, coûte 10,04 €. Même chose, même appréciation pour les biscuits sésame. On raisonne au kilo. Dans le corrigé que moi j'avais prévu au départ, j'étais parti plutôt pour raisonner directement au paquet de biscuits. Avec 18 000 paquets qui ont été produits de chaque côté, que ce soit pour les biscuits classiques ou pour les biscuits. On voit que nos coûts sont différents, c'est normal. Il suffirait de multiplier ça par 125 grammes et j'obtiendrai 100 kilos, puisque une boîte pèse 125 grammes. À partir de là, je vais passer dans l'atelier conditionnement. Dans l'atelier conditionnement, où on s'occupe de l'emballage, d'après mon raisonnement, on va donc accueillir déjà peut-être des paquets de biscuits. Donc ici, évidemment, au niveau des charges directes, je reprends les paquets de biscuits qui ont été produits. Donc moi, je repars de là. Vous verrez que dans le deuxième tableau, c'est en utilisant l'autre solution, mais à la fin, on va arriver au même résultat. Donc je prends des paquets de biscuits et bien sûr, pour manipuler et emballer ces paquets de biscuits, il va falloir de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre ici, elle a été, je crois, de 300 heures, avec une répartition proportionnelle par rapport à la production pour chaque paquet de biscuits. Donc, j'ai fait ma répartition ici et j'obtiens 150 heures pour la fabrication et le conditionnement des biscuits classiques à 30 € de l'heure et 150 heures aussi pour le conditionnement des biscuits sésame à 30 € de l'heure. Même technique au-dessus, je vais rajouter les coûts indirects. Et les coûts indirects ici sont de 100, puisque l'unité d'œuvre, c'est leur main-d'œuvre, je reprends mes 150 heures. Et par contre, ils sont à 50 €. Je vais juste aller vérifier mon chiffre. On est bien à 50 €, pas de problème. Voilà pour la partie de l'emballage. Donc finalement, à la fin, en termes de production, de coût de production global, je vais me retrouver avec 18 000 boîtes de biscuits à 1,92 € et 18 000 boîtes de biscuits sésame à 2,14 €. D'accord?
Alors, je vais avoir maintenant une deuxième vision, celle de travailler non pas en boîte de biscuits, mais plutôt en kilos de biscuits, puisqu'ils n'ont pas encore été conditionnés. Donc, je vais repartir des chiffres que j'ai mis ici, en dessous du tableau, en ayant cette deuxième approche, qui va nous amener au même résultat, mais je veux vous la montrer quand même. D'accord? Alors, si vous voulez bien, je vais passer l'étape des calculs et vous montrer directement le résultat. On est reparti des kilos de biscuits. On a dit, voilà, on va les mettre en paquet. Ça va coûter de leur main-d'œuvre plus des charges indirectes. Et on va atterrir à 18 000 paquets, comme la solution précédente. Et on voit que l'on parte avec des kilos de biscuits dès le départ ou des paquets de biscuits dès le départ, on va arriver au même résultat ici. Fin de production, les paquets de biscuits coûtent 1,90 € pour les biscuits classiques et 1 € et 2,14 € pour les biscuits sésame. Après la production, il va falloir stocker les produits finis. Donc, on va avoir deux stocks. Je vais vous afficher rapidement, sans repasser par toute la méthodologie de calcul. On l'a vu déjà 2, 4, 6, 8, 10 fois. Donc, je pense que maintenant, vous avez compris comment on faisait les stocks. Hein. D'accord? Et donc, pouvoir faire ma fiche de stock de produits finis de biscuits classiques, faire ma fiche de stock de produits finis de biscuits sésame. J'ai mon stock initial qui a été repris, bien sûr, dans les éléments dénoncés, que ce soit pour les biscuits classiques ou pour les biscuits sésame. J'ai ajouté la production de la période, 18 000 biscuits, 18 000, et j'ai sorti déjà là les biscuits qui vont être vendus. D'accord? À la prochaine étape. La prochaine étape, c'est la vente. La vente est opérée par le centre d'analyse distribution. Donc, le centre d'analyse, lui, distribution, va vendre 20 000 paquets. Ça, encore une fois, ce sont les données qui ont été mises dans l'énoncé. On sait que le centre de distribution va écouler, vendre 20 000 paquets de biscuits classiques et 22 000 paquets de biscuits sésame. Ces paquets, bien sûr, je les ai sortis au coût de stock. Donc, ils ont intégré le centre analyse au coût de stock à 1,93 € pour les biscuits classiques et 2,13 € pour les biscuits sésame. À ça viennent s'ajouter des charges indirectes. Ici, c'était la centaine d'euros de chiffre d'affaires. Je vous ai remis à côté les éléments qui m'ont servi à calculer le chiffre d'affaires, chose que l'on avait fait dès le début de l'exercice. La vente de biscuits classiques a provoqué 59 000 € de chiffre d'affaires et la vente de biscuits sésame a provoqué 69 300 € de chiffre d'affaires. À la centaine, donc en divisant simplement le montant par 100, je retrouve 590 centaines d'euros de chiffre d'affaires pour les biscuits classiques et 693 centaines d'euros de chiffre d'affaires pour le biscuit sésame. Ce qui va me permettre d'avoir un coût des deux sortes de biscuits à la fin du centre d'analyse distribution. Ces mêmes biscuits vont devoir être traités aussi par un centre d'analyse qui s'appelle administration. C'est peut-être le centre d'analyse qui va s'occuper de la facturation, qui va s'occuper du recouvrement des factures, etc., etc. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une étape supplémentaire par rapport aux deux exercices qu'on avait fait précédemment. Précédemment, on avait juste une étape d'approvisionnement, de production et une seule étape après la production des produits finis qui était la distribution. Ici, on a deux étapes. On a deux centres d'analyse qui doivent être étudiés, la distribution et le centre d'analyse administration. On va avoir le même principe d'étude, hein, bien sûr, dans ce centre, qui va intégrer les derniers coûts, donc ceux issus du centre d'analyse distribution, et y ajouter des coûts indirects. Il n'y a pas d'autres charges directes, au même titre qu'il n'y avait pas d'autres charges directes dans le centre d'analyse distribution. Ici, on va reprendre l'unité d'œuvre centaines d'euros vendus et bien sûr aller rechercher le coût de l'unité d'œuvre dans le tableau de répartition des charges indirectes que l'on a fait dès le début de l'exercice. Ici, chaque unité d'œuvre, à chaque fois que je vends 100 €, ça me coûte 2 € de plus.
2 euros qui vont servir à payer l'administration des factures, le personnel qui s'occupe de ça, le téléphone, etc., etc. À la fin de tout mon process, j'arrive finalement à mon coût de revient. D'accord? Le coût de revient ici pour les biscuits classiques, c'est 2,31 €. Le coût de revient pour les biscuits sésame, c'est 2,54 €. Maintenant, je vais devoir analyser quelle est la rentabilité de chaque biscuit, sachant que les sésames sont vendus 3,15 € et les biscuits classiques sont vendus 2,95 €. Je vais reprendre le chiffre d'affaires qui a été généré ici dans un tableau qu'on appelle compte de résultats analytiques. Le chiffre d'affaires que j'ai simplement été recherché dans mon tableau de chiffre d'affaires que j'avais fait auparavant. Hein. Le chiffre d'affaires pour les biscuits classiques, 59 000, pour les biscuits sésame, 69 300. Je vais retrancher de ce chiffre d'affaires le coût de revient des deux biscuits. Coût de revient, évidemment, que j'ai été chercher dans mon tableau ici, juste précédent. Ce qui va me donner un résultat qu'on appelle résultat analytique, qui me permet de dire, voilà quel est le bénéfice réalisé sur la vente des biscuits classiques, 12 787 €. Et voici le bénéfice qui a été réalisé sur la partie des biscuits, hop, voilà, sur la partie des biscuits sésame, 13 413 €. D'accord? À partir de là, ça nous donne déjà une indication, c'est que les deux biscuits sont rentables. On pourrait penser, à partir des chiffres que l'on a, que les biscuits sésame sont plus rentables que les biscuits classiques. Mais n'oubliez pas qu'on en a vendu plus. Donc, a priori, ils devraient être de toute façon plus rentables. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est d'analyser le taux de rentabilité. Le taux de rentabilité de chaque biscuit. Le taux de rentabilité, il se calcule de la façon suivante. Je vais faire le résultat divisé par le chiffre d'affaires. Ça nous rappelle un peu le taux de marge sur coût variable que l'on calcule dans le chapitre sur la rentabilité qui nous permet d'étudier le seuil de rentabilité, le chiffre d'affaires critique et le point mort. Voilà les deux taux de rentabilité calculés avec la même méthode, bien sûr. On s'aperçoit que bien que les biscuits classiques aient rapporté moins d'argent, malgré tout, leur pourcentage de rentabilité est plus important. Alors, il est plus important de plus de 2,31%. La signification de ce taux de rentabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vends 1 € de biscuits classiques, je gagne 21 centimes. À chaque fois que je vends 1 € de sésame, de biscuits sésame, je gagne 19 centimes. Voilà comment on doit l'interpréter, voilà comment on doit analyser ce taux de rentabilité. Alors, je ne pense pas que ça vous ait été demandé dans l'exercice, d'accord? Mais ça permet d'aller un petit peu plus loin, ici, dans l'analyse de la production des biscuits. Y a-t-il des questions sur cet exercice? Aucune question, donc j'en déduis que c'est clair pour tout le monde. Alors, on a fait 3 exercices concernant les coûts complets. On a bien bossé sur ce thème. D'accord. Je vous conseille peut-être, puisque c'est un thème de première année, mais qui serait bon de revoir en deuxième année, de solliciter votre enseignant l'année prochaine s'il prévoit une petite phase de révision pour revoir ce thème-là, parce que effectivement, c'est toute une technique, d'accord. C'est tout un apprentissage très particulier et avec des petits points de repère, notamment sur le déroulé des tableaux, comment je fais. Là, on va se remémoriser le petit schéma que je vous avais fait dès le départ avec la représentation de nos différents ateliers et de nos différents centres d'analyse qui permet de mieux comprendre le process de fabrication et de pouvoir en déduire les différents tableaux d'analyse que l'on doit avoir. Toujours pas de questions. Donc, c'est quelque chose qui est super clair pour vous. C'est quelque chose qu'on peut vous poser éventuellement au BTS blanc à la fin de l'année et sur lesquels vous allez exceller.
Bon, ben ok, alors, donc c'est clair pour tout le monde, c'est clair pour moi, oui, je crois. Claire, la correction est disponible, elle sera disponible dès, alors peut-être pas ce soir, je vous avoue, hein, mais elle sera très rapidement disponible. Moi, dès que j'aurai mis la vidéo, parce que tout comme vous, 8h20, c'est bon, j'ai fait ma journée et je mettrai les vidéos sans doute demain. Alors, je vous propose de terminer notre séance, la demi-heure, la grosse demi-heure qui reste, par un petit caout. Alors, j'espère que vous connaissez le principe. Je vous laisse le temps de mettre votre téléphone portable ou un deuxième ordinateur ou une tablette et de vous connecter à tout ça. Et je vous lance le caout que l'on va regarder ensemble et corriger bien sûr ensemble au fur et à mesure. Alors, je sais qu'il y a une petite rivalité entre Lyon et Paris. On verra qui va gagner ce petit challenge. Je mets un challenge en jeu, d'accord, entre Lyon et Paris. Mon cœur balance et on verra qui est le pro des formes juridiques des entreprises et remportera ce caout. Alors, je vais le mettre en diffusion sur l'écran concernant le code PIN notamment. On gagne quoi? Le bonheur d'être devant les Parisiens ou les Parisiens vont gagner le bonheur d'être devant les Lyonnais. À défaut d'y être au foot, ils pourront y être dans l'apprentissage des formes juridiques des entreprises. Dans le groupe précédent, c'est Nice qui a gagné. Je vous lance ça tout de suite. Champagne? Ah bah, on aura du mal à faire la correction si on commence à attaquer le champagne, hein. Allez, c'est parti. Le code, c'est le 914 06 46. S'il vous plaît, vous m'indiquez votre nom, la première lettre de votre prénom et votre campus. Nom, première lettre du prénom et campus. Alors, a priori, vous devriez être une bonne vingtaine. Voilà. Lyon est déjà inscrit. J'ai des Lyonnais, là, les Parisiens me font la tête. Ah, voilà. Je crois que c'est Roxane.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas beaucoup sur les 20. Allez, allez, on se dépêche. J'attends encore une minute. Hein. Ensuite, je lance. Sinon, ça va nous mener assez tard tout ça. Je vais mettre mon ordinateur à charger pour pas tomber en panne. Ah voilà, 10. Alors combien de Parisiens? 1, 2 Parisiens, 3 Parisiens, 3 Parisiens contre 7 Lyonnais. Ben, dis donc, ça va être beau tout ça, tiens. Alors, on est les plus motivés. Euh, Allez, on y va. C'est parti. Alors, le sigle SARL signifie, et vous devez donc choisir une des propositions dans les cases rouge, jaune, bleu ou vert. Attention, il ne vous reste plus que 5 secondes. Alors, effectivement, le sigle SARL, hein, sachant qu'une personne n'a pas répondu, hein, le sigle SARL correspond à la dénomination de la société à responsabilité limitée et non pas la société anonyme. Le A ne veut pas dire anonyme, mais veut dire A, tout simplement. Alors, en tête, eh bien, Paris a pris la tête devant un quatuor lyonnais. Bravo, Roxane. Deuxième question. Plus que 10 secondes. Effectivement, dans l'EURL, hein, qui veut dire entreprise unipersonnelle. Donc, unipersonnelle veut dire une seule personne. D'ailleurs, dans ce type de société, s'il devait y avoir un deuxième associé, elle devrait se transformer
et devenir une SARL. Donc il n'y a pas deux associés, mais donc un seul associé, on l'appelle d'ailleurs l'associé unique. Voilà, toujours Roxane devant. Alors, vous me maniez, je n'arrive pas à voir le prénom. Et Majdeline et Rosie qui pointent le bout de leur nez. Et 10 secondes encore. Dans l'entreprise individuelle, effectivement, la responsabilité du dirigeant est illimitée. D'accord. Elle est illimitée parce qu'il n'y a pas de création de personne morale. Et donc, il y a une confusion de patrimoine entre le patrimoine du dirigeant et le patrimoine de l'entreprise, si bien que le patrimoine du dirigeant est soumis éventuellement au jeu des créanciers euh, qui peuvent agir dessus en remboursement des dettes de l'entreprise. La responsabilité n'est pas limitée aux apports puisqu'il n'y a pas d'apport. Et la société n'est pas non plus soumise à l'impôt sur les sociétés, l'entreprise, pardon. L'entreprise individuelle est soumise à l'impôt sur le revenu. Voilà, donc Chloé de Lyon, bravo. Rosie, et on a une nouvelle dans les 5 de tête, là, une nouvelle parisienne. Attention, plus que 10 secondes. Alors, la SNC, c'est la société en nom collectif. La spécificité de cette société, c'est que les associés sont tous responsables face aux dettes et de façon solidaire. Donc le dirigeant n'est pas le seul responsable, mais tous les associés sont responsables. Ensuite, dans ce type de société, le dirigeant est un TNS, donc ça veut dire travailleur non salarié, il ne peut pas avoir de contrat de travail avec sa propre société. True, ça veut dire vrai, false, ça veut dire faux. Une SARL est soumise à l'impôt sur le revenu.
effectivement, c'est faux, hein. La SARL est soumise à l'impôt sur les sociétés. Il existe quelques exceptions, je pense notamment aux SARL de famille, mais de droit, de façon classique, la SARL est soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc le dirigeant d'une EURL ne peut pas être salarié. D'accord? Alors le contrat spécial, ça n'avait rien à voir. FNGS, ça n'a rien à voir non plus. Ça veut dire Fonds national de garantie des salaires. Donc aucune relation avec la question. Ici, le dirigeant d'une URL est un TNS, un travailleur non salarié, au même titre que le dirigeant d'une EI, d'une EIRL ou encore d'une SNC. Ah, l'erreur, Roxane, une petite erreur et vous avez perdu votre première place. Du coup, Lyon a repris la tête. Bravo Majdoline, suivi de très près par Rosie et je crois que c'est Alexandra, il me semble, de Paris. Alors, ici, Jean apporte 40 000 euros. Paul apporte 60 000 euros au capital d'une SARL, ce qui veut dire que Jean détient 40% des parts. Paul détient 60% des parts. Dans une SARL, celui qui a la majorité du capital, donc ici c'est Paul, il ne peut être que gérant TNS. Alors que Jean, qui est minoritaire au capital, lui peut être salarié. Donc si on analyse les réponses qui étaient proposées, Paul sera le gérant salarié, ça n'est pas possible. Jean sera le gérant TNS, ça n'est pas possible. Marc, qui n'est pas associé, peut être gérant, oui, mais il ne peut pas être gérant TNS. Il sera gérant salarié. Quelqu'un qui n'est pas dans les associés peut toujours être le gérant d'une société. Ici, la seule réponse qui était bonne, c'est Jean sera gérant salarié. Pourquoi? Parce qu'il est minoritaire au capital. La SARL a cette particularité d'avoir les deux possibilités. Soit le gérant est TNS, soit il est salarié. Il a deux possibilités. Ces possibilités dépendent des parts qu'il détient au capital de la société.
Ah, Roxane reprend du poil de la bête. Vrai ou faux? Alors, ici, le IRL, l'entreprise individuelle, et non pas unipersonnelle, hein, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, permet aux dirigeants effectivement de protéger son patrimoine. Alors même, c'est un peu l'exception, hein, même s'il n'y a pas de création de personne morale, même s'il n'y a pas de création d'une personne distincte de celle du créateur de l'entreprise, malgré tout, par le fait de l'affectation du patrimoine, la société, le patrimoine pardon, du gérant, du dirigeant, pardon, le patrimoine du dirigeant va être protégé. Seul le patrimoine affecté à l'activité professionnelle sera éventuellement soumis au jeu des créanciers. Donc ici, c'est parce qu'il y a un document, une possibilité pour le dirigeant de faire une affectation du patrimoine. C'est cette affectation du patrimoine qui permet justement ici la séparation des deux patrimoines et la protection du patrimoine de l'entrepreneur. Aïe, 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 l'erreur fatale, Majdoline. Et Roxane reprend la tête. Oula, Paris, Paris, Paris. Bing, 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 les trois premières places. Vrai ou faux? Alors, les parts d'une SARL sont librement cessibles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ici, c'est faux. Les parts d'une SARL, quand je détiens des parts sociales d'une SARL, je ne peux pas les vendre à qui je veux. Je suis obligé de demander l'agrément des autres associés pour pouvoir effectuer la vente, pour pouvoir effectuer la cession. Alors que dans la SAS, ce qui en fait la différence aussi avec la SARL, c'est que dans la SAS, je peux vendre mes parts, si je suis associé, je peux vendre mes parts à qui je veux. Pas de changement en tête du classement. Alors, ici, petite particularité pour cette question, il y avait trois réponses possibles, trois réponses qui étaient bonnes. Donc il y avait vraiment très peu de chances de se tromper. Il y a quand même une personne qui a réussi à se tromper, d'accord? Alors,
Une personne m'a dit que j'avais le droit de faire un import avec mes impôts. Ah non, ah non, hein. On peut faire un import donc, pour constituer le capital et donc créer une société en numéraire, c'est-à-dire en argent, en matériel, on aurait pu dire aussi en nature, ou en industrie, c'est-à-dire apporter une compétence. Ici, on ne peut pas faire un import avec ses impôts. Alors certes, il peut y avoir des systèmes de déduction fiscale, mais en tout cas, l'apport en impôts n'existe pas. Alors attention, il n'y a que 30 secondes pour répondre à cette question, hein. Pour créer une SAS, je dois apporter 37 000 euros. Alors, pour créer une SAS, au même titre que pour créer une SARL ou une EURL, seul 1 euro est nécessaire. Pareil pour la SASU. 37 000 euros, c'est le capital nécessaire pour la SA, la société anonyme. Alors, le dirigeant d'une SASU, d'une société par action simplifiée unipersonnelle, porte le titre de président, comme celui d'une SAS ou comme celui d'une SA. Le gérant, c'est celui qui dirige une SARL ou encore une EURL. Et pour celui qui dirige une entreprise individuelle ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée, on l'appelle simplement le dirigeant ou le chef d'entreprise. Ah, Lyon regrimpe sur le podium à la deuxième place. Attention, il n'y a plus que deux questions. Plus que 8 secondes. Alors, le président d'une SAS, oui, il est salarié. D'accord. SAS, SASU, SA, c'est obligatoirement salarié. Ah là 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 là. L'erreur, Roxane, qui vous fait perdre la première place, si près du but. Nous attendons. C'est la dernière question, hein. La SAS est soumise à l'impôt sur les sociétés, non pas à l'impôt sur le revenu. Si on fait un petit point, l'impôt sur le revenu, c'est l'EI, l'EURL, la SNC, sur option l'EURL. Et dans certains cas, la SRL. Mais l'impôt sur les sociétés, c'est de droit l'EURL, la SRL, la SAS, la SASU et la SA. Bien, alors, voyons ce podium et voyons qui de Lyon ou de Paris a remporté ce premier duel. Sur la troisième place, nous aurons donc Roxane qui a longtemps été la première, mais malheureusement Rosie qui n'aura pas de champagne. Désolé Rosie. Et Majdoline. Ah non, ah bah voilà. Ah bah c'est Paris. Majdoline, dommage sur la dernière question. Alors soit pas assez rapide ou soit
pas eu le temps de répondre. Sniff, sniff, j'ai perdu la médaille d'or. Et oui, dommage sur la dernière question. Eh ben, écoutez, bravo les Parisiens. Bravo à vous. Bravo, donc je crois que c'est Alexandra. Voilà. Et ben, j'espère que voilà, ça rentre dans votre tête, toutes ces notions-là. C'est des notions qui sont relativement importantes. Alors, pour le fun, on va regarder qui arrive derrière tout ça. Alors, hop, je vais vous montrer tout ça. Donc, ça, je peux l'arrêter. Je peux même le fermer. Le fermer. Hop. Mais je pense qu'on a bien mérité notre mécanique. Ouais, dans 30 secondes, je vous libère. On aura tous bien mérité notre week-end, enfin une grosse journée, juste pour vous montrer quand même vos petits résultats. Ah, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, 79% de bonnes réponses, pratiquement. Bah, je dirais que oui. Regardez, Majdoline, vous avez 86% de bonnes réponses, mais malheureusement, vous avez peut-être été plus lente. Bravo donc à Alexandra, à Rosie, à Roxane, 79% de bonnes réponses. Et en sachant que Alexandra n'a pas répondu à 2 questions, au même titre que Isabelle n'a pas répondu aussi à 2 questions. Donc, c'est des scores qui peuvent encore s'améliorer, comme je suis désolé, je ne connais pas tous vos prénoms. Je pense que c'est peut-être Lucie, Guillet, et puis Chloé Brocard ou Clémentine, quelque chose comme ça. Il me manque une réponse aussi. Super. Bon, bah écoutez, voilà. Allez, ça termine notre séance d'aujourd'hui. Pour celles qui seront en vacances et pour ceux qui seront en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Et puis pour les autres, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Ben non, on se retrouve peut-être pas la semaine prochaine, mais vous n'êtes pas forcément en vacances. Voilà, on va avoir un petit. Non, on se retrouve la semaine prochaine. Je mélange les premières et les deuxièmes années. C'est bien compliqué. Il est temps que je sois aussi en week-end pour moi. Allez, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis donc à la semaine prochaine pour ceux que je verrai la semaine prochaine. Ciao à tous.